Donc, pour cet agenda, démarrer l'introduction avec l'équipe, le thème de cette session. On va démarrer bien sûr par pourquoi ce webinaire, le marché et les défis autour de Kubernetes et de Control-M. La solution Control-M au travers des environnements Kubernetes, les agents, les jobs et la gestion des nouveaux plugins. Puis par la suite, le déploiement dans vos environnements. Donc, vous aurez pas mal de scénarios qui sont présentés. Pour terminer, donc je te laisse la Oui, partie alors présentation. je Ouais. ferai deux démonstrations parce que ce webinaire, il s'adresse à la population qu'on connaît déjà très bien, les administrateurs contrôle-M qui n'ont pas forcément la connaissance de Kubernetes. Donc une démonstration plutôt technique des capacités de l'intégration. Et puis une deuxième démonstration. Donc restez jusqu'à la fin parce que là, il y aura un cas pratique de statistiques sur les accidents de voiture pour les assureurs. Donc tout ça traité dans Kubernetes. Encore une fois, restez jusqu'à la fin. Tout à fait. Euh, c'est toujours bien d'avoir un cas concret euh, actuel en plus. Assez commun, on pourra, Mm. on pourra en rediscuter. Ouais. Puis effectivement, terminer par la session de, comme on l'a dit, de questions-réponses, qui terminera cette session. Donc, pour démarrer, on voulait introduire principalement sur l'ensemble des marchés et défis que vous pouvez rencontrer autour de Kubernetes. On est bien conscient côté BMC Software que voilà, vous avez pas mal de transformations IT, transformations qui expliquent bien sûr cette croissance aujourd'hui d'environnement Kubernetes, une volonté d'être plus agile, une volonté d'être plus scalable sur l'ensemble de vos infrastructures IT, souvent pour soit des raisons de coût, soit pour des raisons d'accélération aussi, de facilité, de portabilité de ces applications vers notamment le cloud. Et donc, c'est vrai que en quelques chiffres, hein, on sait que vous représentez principalement dans l'audience les entreprises mondiales. 85% aujourd'hui sont aujourd'hui déploient aujourd'hui du Kubernetes au sein de leur production d'ici 2025. Plus de 60% ont déjà adopté Kubernetes. Alors, je ne sais pas si pour vous dans l'audience, vous êtes déjà euh, très présent sur ces sujets. Est-ce qu'aujourd'hui vous développez vraiment ces technologies? Mais en tout cas, plus de 60% ont déjà adopté cette solution pour divers usages. 23% en prévision pour une croissance en 2031. C'est vrai qu'il y a vraiment une demande de la part voilà, des métiers, à la part de l'IT et principalement notamment des populations de développeurs. Donc 5,6 millions aujourd'hui de développeurs l'utilisent en 2024 et c'est voué à, je dirais, augmenter. Et donc pour avancer un peu plus, Ouais. Mathieu, Alors, c'est une vraie préoccupation parce que Thomas, dès qu'on a des meetings avec les clients, dès qu'on discute avec eux, le sujet revient tout le temps sur la table. tout à Donc, fait. comment on fait avec l'ordonnancement dans Kubernetes? Alors, je me souviens moi, quand j'avais démarré les Tech Day avec BMC en 2022-2023, on faisait des tables rondes. Il y avait toujours une table ronde Kubernetes, donc je l'ai animée deux ou trois fois, et c'était toujours plein. Beaucoup de questions sur ce sujet-là. Et quand on regarde sur LinkedIn pour les offres d'emploi, ingénieur DevOps, architecte cloud, c'est une compétence maintenant incontournable. Est-ce que Thomas, tu veux que je rappelle qu'est-ce qu'une VM, qu'est-ce qu'un conteneur, rapidement, Je en pense 30 que pour secondes? une partie de l'audience, ça peut être intéressant. Je pense Ok. que certains connaissent très bien ce contenu, Mm. mais je pense qu'il est important de le rappeler Donc aux à marchés. gauche, vous avez le modèle machine virtuelle. Donc il y a 20 ans, on déplaçait les machines physiques dans des VM. Donc là, à gauche, hein, l'unité, c'est plutôt le giga. C'est-à-dire qu'on embarque un OS indépendant dans chaque VM. C'est très cloisonné, forcément. Chaque VM est indépendante, peut avoir ses propres drivers, ses propres pilotes, ouais, enfin du Windows, du Linux. Et l'inconvénient de tout ça, c'est que c'est très consommateur en ressources physiques et qu'au niveau du stockage, je pense qu'on ne doit pas être loin de 50% du stockage occupé par des OS redondants, de VM entre les VM. À droite, la partie containerisation. Donc là, on n'a pas d'hyperviseur de, de virtualisation. On a un container engine. Et au niveau des containers, l'unité, c'est plutôt le méga. C'est-à-dire que quand on construit une image avec Docker, on part d'un OS, d'une image minimale qui doit être comprise entre 2 mégas et 100 mégaoctets.
Donc c'est très agile, on peut en mettre des milliers des containers sur un engine Kubernetes. Alors, effectivement, ce que tu rappelles, c'est que il y a un ensemble aujourd'hui de microservices. Mm. La mise en place aujourd'hui de microservices, souvent des applications modernes qui ne sont plus de gros blocs, mais un ensemble de petits morceaux, donc, les microservices. Et c'est vrai que ça peut devenir aussi également complexe à manœuvrer, hein, parce que c'est vrai que vous êtes sur des environnements différents de ce que vous avez pu connaître par le passé. Et donc, c'est tout l'intérêt, hein. Donc, on va présenter un petit peu plus la partie Kubernetes, Mathieu, Oui, sur la partie. pourquoi Kubernetes et pas simplement Docker? Parce que Kubernetes, c'est mieux. C'est-à-dire que ça permet de gérer le load balancing entre les nœuds d'un cluster Kubernetes. Ça équilibre de lui-même la charge. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas un nœud avec 1000 conteneurs et puis un nœud avec seulement deux. Ça gère le stockage persistant. Et aussi très important au niveau des déploiements des applications. Dans Kubernetes, surtout dans le modèle DevOps, vous pouvez avoir, mettons, 10 fois l'application qui est rafraîchie. Donc, l'application est redéployée 10 fois dans la journée. Et via des technologies propres à Kubernetes, c'est transparent. Donc déploiement et rollback automatisé de façon transparente. C'est scalable. C'est-à-dire on rajoute un nœud dans un cluster Kubernetes, on est parti pour 1000 conteneurs supplémentaires, ce qu'on ne peut pas faire avec des VM forcément. S'il y a une application, par exemple un, un serveur Apache, un service Apache qui a besoin d'absorber une forte charge parce que c'est l'euro million ce soir et puis il y a plein de gens qui vont se connecter. Mais on augmente le nombre de réplicas du conteneur et ça absorbe la charge. Alors, c'est intéressant parce que c'est tout l'intérêt aujourd'hui de constate nos clients quand ils utilisent aujourd'hui du Kubernetes, c'est la capacité justement de ce que tu évoquais de portabilité. C'est vrai que de plus en plus de nos clients aujourd'hui sont utilisateurs d'environnements, alors, on disait tout à l'heure, d'environnements hybrides. J'ai eu la chance de travailler avec certains clients qui justement développaient beaucoup de clusters AWS, qui vont plus dans qui développent énormément aussi d'Azure. Et toute la difficulté, c'est aussi la portabilité, c'est-à-dire de reconstituer, de remodéliser aujourd'hui sur des environnements également nouveaux. C'est toute la force aujourd'hui qu'on apporte. On peut voir sur Kubernetes, c'est cette capacité de portabilité, cette facilité aujourd'hui qu'on peut retrouver. C'est-à-dire que une mise en œuvre applicative qui construit une image pour son application, il conserve la même image, que ce soit du dev, de la prod, ou même de l'OpenShift ou du Kubernetes managé chez AWS. Tout à D'accord? fait. Donc ça reste, c'est vrai que ce qu'on retient, c'est que ça reste plus agile. On va dire aujourd'hui que pour les clients, c'est en tout cas une technologie qui reste finalement moins lourde que ce qu'ils ont connu par le passé. Et il y a une facilité de déploiement, également de l'autonomie qui est donnée au métier. Donc voilà, en tout cas, c'est quelques mots qu'on pourra donner sur Kubernetes. Donc Kubernetes, c'est formidable, mais forcément, il y a toujours des défis auxquels on est confronté. Par exemple, Tout à fait. Il y a toute une complexité aujourd'hui. Vous êtes sur des environnements nouveaux, parler des microservices. Vous devez gérer également des environnements on-premise et cloud, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a aujourd'hui demande de nouvelles fonctionnalités de la part des métiers. Toute la difficulté aujourd'hui pour vous qui travaillez, que ce soit aussi bien en architecture que cloud ou bien en admin, toute la difficulté elle réside aujourd'hui dans la compréhension et dans la complexité de ce qu'est Kubernetes. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai que BMC Control M a cette capacité que je te laisse oui, présenter. donc on va vous présenter une solution BMC simple et prête à l'emploi. Donc enfin, vous, les administrateurs Control-M ou quand vous discutez à la machine à café avec vos collègues, vous vous rendez certainement compte que la compétence Kubernetes, elle est pas acquise par tout le monde, forcément. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu faire une chose très très simple à mettre en œuvre. L'autre souci, c'est le monitoring. En général, tous les clients, ils débutent avec des cron jobs ou de Argo, ARGO, sans le à la fin. Euh, donc, ça permet de faire de la planification très très basique.
Et ben, il n'y a pas de monitoring centralisé. Donc autant le faire par contrôle M, cet ordonnancement, parce qu'on bénéficie de tout le monitoring contrôle M et de la gestion des SLA contrôle M. L'autre défi auquel on est confronté, c'est qu'est-ce qu'on choisit comme plateforme? Azure AKS, Google GKE, AWS EKS, OpenShift, Rancher, Mirantis. Bref, il y en a des tas et des tas sur le marché. Donc nous, on propose une solution compatible avec tout engine. Ce qui compte, c'est la version de l'API Kubernetes. Alors, je reviens sur un point parce que c'est vrai que le monitoring, ça reste aussi un point important. Je pense que une des grosses difficultés que peuvent rencontrer nos clients, c'est le temps que vous pouvez passer sur le maintien en condition opérationnelle déjà des environnements existants. Et donc, c'est très difficile, je dirais, de monitorer aussi, de trouver le temps de monitorer des cron jobs Kubernetes dans le même temps. Donc, c'est vrai que nous, ce qu'on va proposer, et tu le disais très bien, Mathieu, c'est d'avoir cette capacité à pouvoir vous donner cette visibilité de bout en bout au travers d'environnements Kubernetes qui sont éphémères, hein, Ouais. c'est aussi le cas. Et donc, je te laisse montrer la partie workflow hybride, là, en tout cas, t'as positionné. Exactement. Parce Ouais. que quand on installe Kubernetes, quand on provisionne un cluster Kubernetes, bah, c'est plein de vide. Il n'y a rien. Donc, le but, c'est de traiter des données, de faire tourner des applications. Et souvent, les données, elles viennent de DB2, de mainframe, de base Oracle, ou de données clientes, CRM, etc. Et il faut les traiter dans Kubernetes. Donc, il y a des choses qui se passent avant, des choses qui se passent dans Kubernetes. Et puis après, il y a des choses à publier, à présenter aux data scientists, aux managers, alimenter des modèles de machine learning. Donc, avant Kubernetes, enfin, il y a un avant et un après, d'où les workflows hybrides. Et ça, avec Argo, avec les cron jobs, ben, on est incapable d'avoir une vision de bout en bout de ce genre de workflow. Et effectivement, vous allez passer beaucoup de temps, je dirais, sur Mm. divers tableaux, à vous assurer aujourd'hui que le service sera bien délivré. Et c'est aujourd'hui la difficulté que peuvent rencontrer, en tout cas, les équipes, hein, vous-même, et également les équipes métiers. Donc, toute la force aujourd'hui, c'est d'apporter cette vision de workflow Mm. hybride. Je te laisse présenter un petit peu parce que La il y a la solution, oui, partie. ce qu'on livre maintenant. Allez, on va sauter à pieds joints dans la technique, un petit peu, oui. En Donc retrait. la solution contrôle M, elle permet en 5 points d'exécuter un ou plusieurs pod jobs jusqu'à la bonne fin dans un cluster Kubernetes. Je lis, c'est la définition qu'il y a dans la documentation. C'est-à-dire que le job contrôle M Kubernetes va lancer un job, une définition de job Kubernetes, et ça va intercepter le code retour, récupérer les logs du pod et montrer tout ça dans l'interface contrôle M. Ça permet d'avoir des dépendances entre les jobs, évidemment. On connecte l'agent contrôle M à Kubernetes en toute sécurité. Alors, je me souviens qu'en 2022-2023, on proposait une solution communautaire à base de lignes de commande kubectl, donc installée sur un agent en dehors de Kubernetes. Donc, au niveau sécuritaire, c'était pas terrible parce que cet agent avait accès à beaucoup de choses dans le cluster Kubernetes. Maintenant, c'est terminé. On se connecte en toute sécurité. Donc, troisième point, c'est les workflows hybrides. On relie les jobs Kubernetes avec les autres jobs de la production. Pilotage, vision de bout en bout hein, pour les workflows hybrides, donc de la collecte des données jusqu'à leur publication, leur utilisation. Puis tous les bénéfices de contrôle M, c'est-à-dire la gestion des SLA, les planifications avancées, euh, troisième vendredi du mois, sauf jour férié. En cron job, on ne peut pas faire ce genre de choses. Gestion des dépendances avancées avec les et, les ou, les post-actions, le contrôle par ressources pour gérer depuis contrôle M le parallélisme d'exécution, les contraintes entre les différents jobs, et puis les variables, très important, les variables, c'est-à-dire des variables internes à contrôle M qui peuvent être transmises de job en job. D'ailleurs, la deuxième démonstration montrera tout ça.
Donc, les composants de cette solution. Une image. Donc, les labs ont créé une image Docker qui est publique, visible sur le hub Docker. Donc, il y a une image pour le contrôle M on-prem et une image pour contrôle M SaaS. Cette image est paramétrable. Elle embarque de base un OpenJDK, mais vous pouvez très bien, en choisissant l'image customisable, installer votre propre JDK et activer le SSL. C'est un sujet du moment, la partie SSL. Ça embarque évidemment le template, le job type Kubernetes, que vous verrez arriver dans l'interface de client. Un Nchart. Alors, c'est quoi un Nchart? C'est une solution packagée qui aide au déploiement de la solution dans Kubernetes. C'est public aussi. En l'image V22 Docker embarque maintenant le plugin MFT, très utile, surtout quand on n'a pas de FTP, du SFTP ou du SSH dans les images qui tournent dans Kubernetes. Ça permet d'échanger des fichiers. On a la possibilité de déployer d'autres plugins, à peu près 70 plugins éligibles, la louche. Évidemment, il y a le plugin application intégrateur qui est inclus, plus la ligne de commande pour l'API. Enfin, Alors, c'est la grande nouveauté, le MFT oui. plugin. C'est-à-dire que c'est vraiment une arrivée qu'on retrouve aujourd'hui dans la version de la V22. Alors, je vais détailler le Effectivement. déploiement. Hop, euh, donc, quand on déploie par le Nchart l'image Docker, par défaut, ça va créer deux pods agents. On peut en mettre qu'un, on peut en mettre 3, 4, 5, 6, avec un volume persistant. Alors, c'est quoi ce volume persistant? C'est un espace de stockage qu'on réserve dans Kubernetes. Ça permet de gérer les logs des jobs, ce qu'on appelle les sysout, une configuration des plugins, les plugins. Donc, si vous terminez le déploiement de l'agent contrôle M, vous l'arrêtez, quand vous redémarrez le déploiement, ben, il va récupérer ce qu'il avait sur le volume persistant. Donc, les sysout des jobs qui se sont déroulés il y a 3 jours, ben, vous pourrez à nouveau les consulter. Et puis donc la nouveauté, c'est le volume persistant pour les transferts de fichiers. Et donc ce volume, il joue le rôle comme si on avait un NAS à la maison ou un Google Drive. Ça permet donc d'échanger des données entre les différents pods dans le namespace Kubernetes ou le projet OpenShift, tout simplement. OK? Donc c'est un petit peu technique, je ne vais pas tout détailler. Comment on rajoute des plugins dans l'agent contrôle M Kubernetes? Donc ces plugins, quand vous êtes en SaaS, ils sont tous dispo. Quand vous êtes on-premise, il faut les rajouter au niveau de l'EM. Donc ici, on crée ce qu'on appelle un config map dans Kubernetes. Le config map, je l'appelais plugin list. Retenez bien ce petit nom-là, plugin-list. Et là, je rajoute à mon agent dans Kubernetes le plugin Web Services REST et le plugin GCP BigQuery. Quand vous allez sur la page, la doc, la page des intégrations, vous avez ce plugin ID. Je pourrais vous montrer après comment le retrouver. Et puis pour MFT, au moment du déploiement, on peut, via encore un config map, pousser les clés privées pour le SFTP et définir plusieurs points de montage pour pouvoir gérer les transferts de fichiers par le plugin MFT. C'est tout bon? Pour l'instant, ouais, on est bon. On est bon. On est Je pense bon? que Ouais. j'ai pas encore de questions sur ce. Ah, ça, c'est peut-être du chinois. C'est la ligne de commande Helm pour déployer l'agent. Donc, l'agent en on-premise et en SaaS. Donc, on-premise, j'installe un agent qui s'appelle mpe-kubeagt2. Donc, je prends cette image Docker, cette version-là. Donc, les experts contrôle M vont comprendre. On spécifie les coordonnées du contrôle M serveur.
l'URL de l'API pour que l'agent s'auto-enregistre sur le control M server. Le secret, je l'ai caché, enfin le token API, je l'ai caché dans un secret. Le point de montage du PVC pour le plugin MFT et la liste des plugins à déployer. Ok. Alors hier, chez un client, hier après-midi, j'ai eu une question. Comment on fait dans mon CI/CD pour embarquer le déploiement de l'agent en même temps que le code de l'application? Dans le CI/CD, il y a le code source de l'application et comment faire donc pour rajouter le déploiement de l'agent. Euh, je reviens en arrière. Vous voyez ce Helm chart. Donc la ligne de commande, c'est que vous faites Helm add de ce truc-là et vous pouvez faire un Helm get. Enfin bref, on peut télécharger le Helm chart en local sur son PC et le rajouter au pipeline CI/CD. Donc le Helm chart, il contient ça. Chart.yaml et tout ce qu'il faut pour faire le déploiement. La création du PVC, la création des secrets, la création du service account et finalement le déploiement de l'agent lui-même. D'accord? Donc dans votre pipeline CI/CD, pour ajouter tous ces YAML. OK? Et ce paramétrage, ça va dans le paramétrage fin, c'est-à-dire tout ce qu'on a dans les paramètres de la ligne de commande, ça se met dans values.yaml. C'était ça. OK? Je vais revenir sur les paramètres. Donc les différents scénarios sont documentés. Donc pour les déploiements faciles, le M-chart contient, comme je disais, tous ces objets Kubernetes, le stockage, le service account, pour que le job Kubernetes, oui, c'est ça, le job contrôleur Kubernetes ait les droits de créer le job et pod pour Kubernetes, les secrets. Et dans la documentation, on a tous les paramètres pour gérer vos différents environnements, c'est-à-dire contrôle M server en mode achat, euh, l'agent contrôle M et les pods applicatifs sont dans différents namespaces ou projets OpenShift. Vous utilisez une registrie d'images interne et non pas le Docker Hub public. Donc tout ça, c'est présenté dans la documentation. Donc ça, c'est le hub, le hub Docker public. Je vais choisir contrôle M agent. Il y a une version qui est sortie ce matin, 9.22, et puis après, vous choisissez votre image. Donc, avec MFT ou sans MFT, avec l'OpenJDK inclus ou non, les différents tags. Le lien vers la documentation est ici. Vous pouvez utiliser l'agent 9022, même si vous êtes en contrôle M 9.21. Ça fonctionne. Et pour la partie déploiement, c'est ici. Donc, il y a les services account privilèges, tout est documenté. Les experts Kubernetes, ça va leur parler. Le déploiement pour le N-Sharp, voilà tous les paramètres. Ce qu'on met dans ce fameux values.yaml, donc pour inclure le déploiement de l'agent dans le pipeline CI/CD. Alors, il y en a plein des paramètres. Alors tout ça, c'est bien sûr accessible sur le BMC documentation, Ah oui, oui, qui c'est public. qui sera public, c'est important de le préciser, c'est que pour que vous puissiez assister assez facilement et intuitivement, tu pourras partager le lien à la présentation. Oui. Ah oui, c'est dans la C'est dans la présentation. présentation. Et la vidéo va se retrouver sur YouTube, je pense, prochainement. Alors, je reviens à mes slides. Passons maintenant au job. Donc, une fois qu'on a un agent contrôle M disponible dans un namespace Kubernetes, le but, c'est de faire du job maintenant. Donc, il y a deux types de jobs. Soit on embarque donc ce qu'on appelle la définition du job Kubernetes, kind job
de façon, on l'inclut dans la définition du job control-M, entre guillemets, on va dire c'est de l'embedded, donc très statique, hein. Enfin, un upload du YAML dans le job control-M. Ça paraît très statique, mais pas tant que ça. Parce que dans le YAML, on peut utiliser des choses entre les doubles moustaches, d'accord, pour le rendre dynamique. Vous voyez ce tempo là, ben, je le mets en paramètre du job. Et donc pour un même YAML, on peut avoir différents paramètres. Donc la ligne de commande pourrait être aussi en paramètre. Et on voit aussi une variable control M. Toujours intéressant de pouvoir utiliser les variables control M dans les jobs. L'autre façon de soumettre des jobs Kubernetes, c'est on prend un YAML distant, donc Remote Web Service. Donc le YAML, il est hébergé dans n'importe quel serveur HTTP, GitLab, GitHub, Nginx, Apache, Bitbucket, enfin, ce que vous voulez. Et il va aller, au moment de la soumission, il va aller récupérer la définition du job Kubernetes et la soumettre à Kubernetes. OK. Et là, les connexions au Remote Web Service, on gère les différents types d'authentification, AWS, Google, Azure, Auth 2, par exemple pour GitHub ou Bitbucket. Voilà, après on peut, il y a des options, récupérer les logs du pod dans l'output du job control M, afficher le code retour, ou supprimer le job dans Kubernetes pour qu'on puisse le resoumettre à nouveau si besoin. On passe à la démo. Allez, on peut. Donc la première démo, elle est 5. sur en SaaS. Donc SaaS ou on-prem, c'est la même chose. Donc j'ai mon agent Kubernetes qui est ici. MPE kubeagt1. Au moment du déploiement, il concatène toujours le petit alias là, -sts comme stateful set -0 parce que j'ai un seul réplica déploiement. Mais je me moque de ce nom d'agent. Moi, je gère un host group. Parce qu'au moment du déploiement, il va créer à la volée un host group si nécessaire. Dans ma définition des jobs, je vais utiliser cet alias. Quand on fait un clic droit dessus, on voit les plugins installés. J'ai mon plugin MFT, BigQuery, Web Service, évidemment Kubernetes. Quelques jobs. Donc, comment on soumet les jobs? Le job le plus simple. Alors, je vais zoomer un petit peu. C'est avec le YAML embedded. C'est une image Alpine. Alors, Alpine, c'est un Linux très très light qui doit faire 5 mégaoctets. Puis, j'exécute la commande sleep quelque chose et echo bonjour. Et là, c'est 7 secondes. On va. Pour Azure DevOps, par exemple, donc là, il va aller récupérer le YAML dans un repository Azure DevOps, branche main, et ce même YAML, ou un YAML différent, enfin, il a le même nom, pour GitHub, c'est GitHub privé, voilà, donc on spécifie aussi la branche main, avec des headers un peu différents. Enfin bref, je ne vais pas tout détailler, il y en a pour Bitbucket, avec un YAML BusyBox. Allez, on se lance. Je pense que ça doit couvrir tous vos cas de figure. Je vais revenir sur la partie Figma. Ça, c'est mon viewpoint de monitoring. Là, tu as l'enchaînement finalement Je les de. lance tous, Ils vont. tous par paquet de 5. D'accord. Allons voir l'output. Donc là, le YAML, il est hébergé dans un repository Bitbucket. OK. Sa première tâche est de récupérer, de faire un get du YAML. Donc c'est un BusyBox, donc c'est une image qui doit faire 1 ou 2 mégas, très, très light, qui fait un ls-l et un echo bonjour et qui affiche la date. OK. On voit l'output, hein, donc le ls-l.
bonjour, et la date, exit code. Donc on a bien l'output du pod, on capture bien l'exit code, la preuve c'est vert. Le config map, il y a des clients qui utilisent ça pas mal. C'est-à-dire qu'on fait, donc là c'est une image Python, on dit qu'on exécute le script crible.python, mais au préalable, on a créé un config map dans Kubernetes. Et au moment de l'exécution de ce pod applicatif, on fait un montage. Je ne sais pas si c'est clair, mais on monte le script dans le pod. C'est une façon aussi de soumettre des scripts. Donc on va aller voir l'output. Ça affiche les 100 premiers nombres premiers, tout simplement. C'est le script Python qui fait ça. C'est toujours la même chose, hein, que ce soit GitHub, GitLab, Azure DevOps, c'est toujours le même principe. Donc les informations sont principalement sur le c'est ce que Pilotage centralisé, ouais. pas besoin d'aller fouiller faire un kubectl, getlog ou je ne sais quoi, Descriptpod, tout est là. Est-ce qu'il y a des questions dans le chat? Pour l'instant, nous n'avons pas de questions, mais n'hésitez pas si vous avez Ok. des réactions peut-être par rapport à la démonstration que tu es en train de présenter, Mathieu, ou en tout cas des interrogations, mais en tout cas, pour l'instant, on n'a pas eu de retour. Alors je ne détaille pas toute la doc, mais franchement c'est bien fait, tout est dedans. Il y a des YAML exemples pour les PVC, pour le stateful set. Alors, une chose importante que je vais préciser dans la doc, c'est la compatibilité. C'est pas bête d'en parler. Qu'à partir de 2100, ça va en rassurer plus d'un, qui ne sont pas encore en 22 certainement. Et Docker Container, voilà. Vous pouvez customiser votre propre image, par exemple pour le SSL. Donc là, il vous met un exemple de Dockerfile. Donc vous partez d'une image Docker faite par les labs existantes et vous faites un peu de customisation. Comment activer le SSL avec la copie du certificat. Puis après, vous refaites un build pour avoir votre propre image. C'est la dernière parenthèse. On précise, hein, ce sera partagé, donc Oui, ce sera partagé. vous puissiez avoir accès assez aisément, on dirait, aux multiples informations qui sont transmises par Je Mathieu. regarde l'heure, il est -20. Maintenant, le cas d'utilisation pratique. J'espère que ça va être intéressant et spectaculaire pour tout le monde. On te laisse présenter. Voilà, j'explique. Donc, on part des principes déjà que vous avez un contrôle M et vous avez déployé un agent, ou il y a un agent qui peut être disponible dans un namespace Kubernetes ou un projet OpenShift. Donc, c'est un plugin avec un agent contrôle M avec un plugin MFT. Il a monté un persistent volume claim, donc un espace de stockage Kubernetes. Je l'ai monté dans /mftdata. Alors l'histoire, c'est que vous avez des universitaires, des statisticiens qui vont envoyer des statistiques sur les accidents de voiture à une assurance. Les actuaires sont friands de ce genre de statistiques pour ajuster les contrats d'assurance, forcément. Donc on va voir comment on peut traiter ces statistiques, on va dire, qui arrivent en vrac, comment les affiner pour les rendre utiles pour les actuaires. Donc on a des statisticiens ici qui vont publier le fichier CSV, un gros fichier CSV, sur la Gateway Control M MFTE. Donc MFTE, c'est l'outil d'échange de fichiers pour les partenaires externes. Okay, je vais vous montrer une interface web pour uploader les fichiers. Il y a une règle qui automatiquement va déclencher un folder contrôlé. Donc, via du SFTP, du transfert de fichiers SharePoint, le fichier CSV, via un job MFT, va arriver sur le stockage dans Kubernetes. Okay,
Ensuite, une fois que le fichier est bien arrivé dans Kubernetes, on va déclencher le job Kubernetes qui va traiter les données de ce CSV. Ok. Donc ce job Kubernetes, il va déclencher un pod applicatif du Python, Hmm. très pratique pour traiter les données. Ce pod, il va monter aussi le MFT data. Donc ce PVC, c'est comme le NAS à la maison, hein, comme je disais, ou le Google Drive. Et une fois qu'il aura fini de traiter les données, de mouliner tout ça, il va écrire sur le PVC un fichier de résultat, un petit CSV avec une dizaine de lignes, avec les données consolidées. Ok. Et ensuite, il y a le job mystère, le job surprise, hashtag restez jusqu'à la fin, s'il vous plaît, qui va contrôler que les données générées sont à peu près correctes, il n'y a pas d'incohérence. Et je publie tout ça sur un data lake, une base Google BigQuery. Comme ça, les actuaires auront toutes les données à disposition, les données toutes propres, prêtes à l'emploi. C'est impressionnant, c'est-à-dire que il y a vraiment une vérification qui est faite au travers de ce job. Donc Oui. c'est Et une tout ça, nouveauté. c'est sans VM. Enfin, il n'y a qu'une seule VM, c'est là où on héberge le hub, le MFTE, Sûr. mais tout ça, c'est zéro VM. Donc sans VM. Donc ça, c'est Ouais. vraiment une Que du, différence que on peut constater par rapport à ce que vous avez connu par le passé. que du pod. On passe à la démo. Alors, les données, elles sont issues du Québec, rapport d'accident au Québec. C'est des fichiers CSV assez importants, hein, en taille, très fouillés. Donc, c'est la police qui recense tout ça. Alors, à quoi ça ressemble? Par exemple, pour 2017, c'est pour ça que ça a besoin d'être retraité parce que c'est compliqué à lire, hein. On a la ville, on a le type de dommage, la date, enfin, le type de collision avec un véhicule, avec un piéton, avec un cycliste, etc. Donc, je suis un statisticien. Je pousse mes statistiques à l'assurance. Je me connecte sur le portail d'échange de données, assurance. Voilà. Je me mets sur le dossier statistique et je vais uploader mon fichier qui s'appelle rapport accident 2022. Il fait 19 mégaoctets. Il y a 100 000 lignes dans le fichier CSV. On upload. 100 000 lignes, C'est 100 000 accidents au 100 000 Québec. accidents. Je n'ai C'est pas, important. j'ai pas les données en France, mais on doit être un peu au-delà, j'imagine. Donc, dès que l'upload sera terminé, c'est la magie de MFTE, ça va déclencher automatiquement une règle. Évidemment, la règle va déclencher le folder contrôle. Donc c'est tout ce que tu avais présenté précédemment Oui, lors de, oui, lors le petit de, schéma. du petit Maintenant, schéma, effectivement. exactement, ouais, maintenant on on rentre dans contrôle M. Donc là, je suis on-premise cette fois-ci. VSE prod, hein, c'est de la prod, on rigole pas. Monitoring. Voilà, donc j'ai mon workflow qui a démarré. Donc la première partie, c'est du transfert de fichiers avec un rebond sur SharePoint. Et là, c'est le MFT pour transférer de SharePoint. Donc là, c'est le SharePoint qui s'appelle CTM MFT, SharePoint Intégration, etc., vers le point de montage de mon pod contrôle M. Ok. Les variables, elles sont issues de MFTE ici, hein. Donc B2B Home, etc., rapport accident. Important, toutes ces variables, on va les transmettre de job en job. Le nom du fichier et le chemin où les trouver. Mais ouais, c'est exécuté Oui, facilement. alors lui, il C'est ne veut pas effectivement. démarrer. Évidemment, ça marchait hier. Ah, c'est de ma faute. Je pense que j'ai des events qui sont restés en stock.
C'est de ma faute. Donc j'ai le droit à une deuxième chance. Ah ouais, t'as tout à fait le droit, hein. C'est Encore un peu de gentil. temps. C'est de ma faute. Alors, pour ceux, en attendant que tu puisses avancer, pour ceux qui justement cherchent aussi à comprendre un petit peu plus comment on fonctionne, alors, on a effectivement ce cas d'usage des statisticiens sur les accidents qui est présenté par Mathieu, mais bien entendu, ça peut être des cas d'usage assez multiples. Je prenais l'exemple notamment de certains clients que j'adresse notamment dans le retail. C'était assez intéressant parce que beaucoup de services, par exemple marketing, notamment par le biais des réseaux sociaux, collecter un ensemble si vous voulez, de clics clients qui étaient euh, depuis le site internet. Et l'idée, c'était que depuis cette collecte de clics clients, ça permet justement de générer de la BI et notamment des statistiques qui sont très, très, très importantes pour les services marketing et les services digitaux. Et donc, c'est vrai que dans ce cas d'usage, notamment fait mouliner, notamment dans un Kubernetes, l'ensemble de ces informations, de ces fichiers CSV finalement, qui ressemblent exactement à ce qu'a proposé Mathieu. Et le résultat est assez intéressant, puisque ça a permis vraiment je dirais, d'automatiser au travers de Kubernetes euh, voilà, à la fois le nombre de clics et pouvoir justement pouvoir les exporter, les envoyer auprès du service marketing. Donc voilà, je vous donne un autre cas d'usage qui peut être aussi complément de celui que tu proposes actuellement, mais qui est tout à fait possible et transposable sur un cas d'usage complètement différent, qui sera plutôt axé vers des équipes marketing, par exemple, des équipes digitales. On va Après, regarder maintenant. Oui, on va regarder ce que fait le job Kubernetes. Donc, il fait l'équivalent d'un tableau croisé dynamique dans Excel. Ok, il n'a pas fini. Rapidement la définition. Donc là, c'est encore une autre façon de faire, c'est que j'ai mis le script Python directement dans la définition du job. Vous voyez? Donc c'est une image Python 3.12, et on exécute carrément le code Python dans la définition du job Kubernetes. C'est c'est du code Python qui va traiter le fichier CSV. Et vous voyez le point de montage MFT data pour qu'il puisse écrire les valeurs dans notre fichier de résultats. Donc on va aller voir l'output. On est tous intéressés par les stats d'accidents c'est en train au Québec, voilà. de mouliner, hein. Ouais. Donc en semaine, il y a 82 000 accidents. En fin de semaine, c'est-à-dire week-end, il y a 26 000 accidents. Et j'ai consolidé donc les collisions avec les véhicules, objets fixes, c'est peut-être les arbres, je ne sais pas, les arbres ou les murs, il y en a beaucoup. Avec les animaux, 8 000. Bon, le pare-buffle n'est pas la solution parce qu'il y a quand même Parce que 1000 les ours. ouais, il y a 1000 ou les caribous, il y a 1400 accidents Enfin, avec les cyclistes et 2000 avec les piétons. ça Donc, fait- c'est pas les stades de Paris, hein. Je pense qu'à Paris, il y a une majorité de cyclistes et de piétons, une minorité d'animaux, mais au Québec, c'est plus les animaux Effectivement, que les humains. les collisions avec les grizzlies, on peut pas faire grand-chose, hein. Non. Donc, le job surprise, il est là. C'est le job data assurance. Donc, l'outil data assurance, EGA depuis le 23 septembre, il y a 2 jours, et j'ai défini quelques métriques. Parce que soit on a généré un CSV, mais qu'est-ce qui nous dit que le CSV est correct? Parce on ne veut pas transmettre des données corrompues, fausses aux actuaires. Donc ça sert à rien de charger ces données dans une base de données, dans un data lake, si elles sont totalement incohérentes. Donc qu'est-ce que je vérifie comme métrique? 2 métriques. Donc on a au moins 5 lignes dans le CSV. En l'occurrence, il y en a 10. Tout va bien. Et pour les collisions avec les cyclistes, on doit être inférieur à 10 000. On est à 1482. Tout va bien. Oui, On a passé la validation. Maintenant, on peut charger dans BigQuery. Donc le result.csv qui a été transféré par du MFT dans GCP Storage. Je charge dans une table BigQuery.
Puis à la fin, on fait un petit select étoile de la table pour vérifier qu'on a bien toutes ces données. Fin de la Passionnant, démo. ouais, c'est nouvelle output et nouveau job. Non, ça c'est intéressant. J'ai une question, alors, je sais pas si tu préfères qu'on attende un petit peu la fin de Non, mais la vas-y, vas-y. présentation. Oui, oui. Euh, alors, pour le job definition, serait-il possible d'importer la charte Helm d'une manière dynamique à travers un registry privé comme Arbor et non pas un Yami simple? Là, je ne sais pas. Euh, Mon Bonne adresse question. email, c'est mathieu_petit@bmc.com. Mathieu avec un seul T. Euh, Envoyez la question. On notera la question. Ouais, je Je poserai la vais... question, je poserai la question au lab. Il y a le nom de la personne? Oui, Ah, ok. Ouais, son email alors. tout à fait. Et deuxième point, deuxième question, c'est le chat M et contrôle M intègre l'agent et contrôle M serveur. Dans le cas où nous avons besoin d'installer uniquement l'agent sur Kubernetes et garder notre contrôle M serveur on-premise, serait-il possible de personnaliser la charte M pour installer uniquement l'agent? Votre vœu va être exaucé parce que dans le N-chart, il n'y a que l'agent. On n'a pas d'image Docker avec le control M server. Vous voyez là dans le schéma, le control M server, il est en dehors de Kubernetes. Donc ça, c'est votre control M server on-prem actuel. Vous n'avez rien à modifier dessus. Le N-chart, il va juste déployer l'agent control M dans Kubernetes. C'est tout Je bon? sais pas, oui, je sais Ouais. pas, oui, oui, je pense qu'on a, Bah, ça a répondu. la conclusion, c'est qu'on a réussi à avoir une vision de bout en bout, un job SLA, d'accord? Tout à fait. Donc là, on est dans du workflow hybride. On a eu une partie avant de l'ordonnancement dans Kubernetes, et puis on a livré dans GCP BigQuery. Donc un workflow hybride, vision de bout en bout. On n'a pas à aller fouiller dans différents outils, différentes consoles. Ça s'adapte parfaitement dans On a une fait du stratégie lien DevOps. avec donc l'avant-après Kubernetes, avec notre orchestrateur control M serveur ici. On a la haute disponibilité avec les pods redondants, c'est-à-dire qu'ici j'avais qu'un seul pod euh, agent control M, mais j'aurais pu en avoir 8, gérés par le host group control M. Puis agilité du conteneur control M, parce que on a le plugin MFT, on a le plugin GCP BigQuery, enfin tous les plugins applicatifs pour pouvoir ordonnancer de l'application. Alors, ce sera assez intéressant en parallèle de ce que tu disais, c'est vous avez notamment les tableaux des différents plugins applicatifs qui sont disponibles. Alors, je sais qu'on l'a notamment dans les liens de documentation et également sur notre site. Donc, si jamais vous avez besoin de vous renseigner sur les différents plugins et accès qu'a cité notamment Mathieu, sachez que voilà, c'est disponible et que vous pouvez à tout moment euh, voilà, prendre ces informations et utiliser justement les différentes API. Control M intégration, Voilà. par exemple, je tape GCP, c'est BigQuery que j'avais déployé, donc BigQuery il est là. Donc on a toute la docs pour BigQuery, et puis le fameux plugin ID, il est là. Tout à fait. C'est la grande force, c'est que vous pouvez justement accéder à ce catalogue et donc du même coup, si besoin, et pouvoir faciliter les intégrations de contrôle M comme on a pu vous le présenter. Euh, je- On passe aux prochains événements, il nous reste 5 oui, bien minutes. sûr. Écoutez, pour proposer vraiment les prochains événements de BMC, donc les rendez-vous 2025, on a principalement notre événement annuel, donc le DBA Roadshow, Control M Roadshow Paris, donc qui aura lieu à l'hôtel Marriott Ambassadeur, donc Paris 8e, bien dans le centre de Paris, donc pour lesquels vous propose une journée où c'est mardi 14 octobre, journée incluant petit déjeuner, déjeuner, working également, quelques présentations de cas d'usage et ateliers où vous pourrez rencontrer notamment Mathieu et moi-même, hein, présents sur cet événement, et puis l'ensemble de l'écosystème aussi BMC
que ce soit aussi bien voilà, nos experts techniques que nos partenaires. Donc voilà, on se fait une joie de pouvoir vous y retrouver, qu'on puisse éventuellement discuter de ces sujets et également vous organiser nombre d'ateliers et de plénières qui pourront répondre, je pense, à d'autres cas d'usage spécifiques. Sylvia Léal, qui est une youtubeuse réputée, va Ouais. intervenir le matin. Je pense que le sujet, ce sera l'IA. Vous pouvez chercher sur YouTube Sylvia Léal, hein, pas mal de vidéos en ligne. Il y aura un jeu avec des cadeaux remis l'après-midi. Il faut rester. Oui, restez, restez. Roadmap présenté par les labs et puis une démonstration sur les nouveautés qui seront disponibles dans la 22.100. Hmm. Prochain webinaire, euh, j'ai besoin de vos retours. Qu'est-ce qu'on pourra avoir comme sujet? J'en propose trois. Les ERP, parce qu'on va avoir l'intégration Oracle Cloud Fusion qui va sortir. Donc, tous ceux qui sont sur l'ancien Oracle e-Business Suite devront peut-être passer sur Oracle Fusion. Donc, un sujet ERP, avec PeopleSoft et SAP aussi. Sujet numéro 2, DevOps, parce qu'on va avoir les nouveaux plugins GitHub Action pour faire des déclenchements de pipeline GitHub, faire des pull merge request aussi, plus le job Bitbucket. Donc, deuxième, c'est le sujet DevOps. Et le troisième sujet possible, c'est Data Assurance, le nouveau module qui est GA depuis 23 septembre. Si vous pouvez écrire dans le chat ou un autre sujet qui vous paraît opportun, Alors, allez-y. n'hésitez pas à nous soumettre nos idées. C'est vrai que tout ce qui concerne effectivement GitHub, j'ai eu le cas hier, notamment chez un de nos clients qui voilà, souhaite un petit peu comprendre comment on fonctionne sur la gestion des pipelines CI/CD. Donc c'est tout un modèle sur lequel on tente aujourd'hui voilà, de se rapprocher aujourd'hui des usages que vous avez aujourd'hui, les practices DevOps. C'est assez intéressant. J'ai plusieurs questions, Mathieu. Allons-y. Donc ça peut être, je vais démarrer dans l'ordre. Pour les ressources, request et limite de l'agent, le stockage du PV, le nombre de réplicas. Alors merci, c'est une question de Khaled. Par défaut, si on ne précise pas, il y a 5 gigas, enfin le PVC, c'est 5 gigas par réplica. Le nombre maxi, c'est de 1 à, je ne sais pas, je suis jamais allé au-delà de 10, mais je ne sais pas, de 1 à 10. Et vous pouvez, enfin, ce PVC, vous définissez la taille que vous souhaitez, hein. Pour les ressources, pareil, on peut caper, enfin, on a la partie pod affinité est définissable, et puis le CPU mémoire. Alors, capé en mémoire, il ne faudrait pas non plus gêner le fonctionnement de l'agent. Euh, Quand on fait un kubectl top, je crois qu'on voit au démarrage à peu près 500 mégas de mémoire occupée. Mais si on fait beaucoup de MFT, beaucoup de jobs dessus, il faut éviter de le caper à 1 giga, sinon vous risquez d'avoir des problèmes en cas de forte charge, parce qu'il est capable de soumettre jusqu'à 200 jobs en parallèle. Il faut quand même le laisser travailler. Ok. Le caper à 2 gigas, ça me paraît bien. Je passe sur Oui. les autres questions parce que merci Khaled en tout cas. Beaucoup de questions, c'est assez intéressant. Comment on récupère la liste des plugins à configurer dans la partie config map de Ah l'agent? oui, c'est ce que j'ai montré dans la documentation. Donc la documentation officielle, et vous allez dans... Oh, c'était où? Voilà, quand vous arrivez ici, plugin, contrôle et Intégration? intégration. Ouais, c'est Voilà. Il n'y a pas que de l'AWS, de l'Azure, du GCP. Hmm. Microfocus, Tableau, DBT, Snowflake. On a eu le cas hier, c'était très intéressant, sur notamment de la partie AWS. Donc, sachez que on pourra partager ce document et je pense que ça aurait Ouais. une idée plus globale de Donc ceux qui sont en SaaS, bah, le plugin, l'intégration. il est rajouté automatiquement au tenant de SaaS. Ceux qui sont on-premise, il faut aller sur le PD, télécharger le petit zip,
Le zip, vous le mettez dans le dossier magique de l'EM auto underscore deploy et c'est tout. Ok, je vous enverrai le lien de la liste. Ça, je viens de voir Ok. la question. Une autre question. Alors, c'est DevOps GitHub Action. Je pense que c'est une question sur le plugin DevOps GitHub Action. Je ne sais pas quel est réellement le. Bah, actuellement, il y en a un communautaire qui est limité au déclenchement des pipelines. Celui qui va sortir, qui est fait par les labs, il y aura une action supplémentaire pour déclencher des merge pull requests, je pense. Euh, une autre question. Nous avons, nous avons besoin de pipeline CI/CD avec GitLab. Est-ce que nous avons besoin de Il n'y a pas de pipeline? job type GitLab fait par les labs. Il y en a un communautaire qui permet de déclencher des pipelines. Je ne sais pas comment ça s'appelle dans GitLab. Mais de toute façon, le GitLab expose une API. On appelle la méthode, la bonne méthode de l'API GitLab. Donc, ça a été fait dans l'application Integrator pour créer un nouveau job template GitLab. Et on déclenche du pipeline GitLab. Merci Franck, effectivement. Franck. Parce qu'effectivement, c'était une réaction par rapport au prochaine idée sur le webinar. Ah, Ok. Alors effectivement, il y a une petite incompréhension, mais merci en tout cas pour la participation. Et DevOps GitHub, c'était une idée pour le prochain oui, webinaire. le sujet Voilà. DevOps, oui. Ah oui. Bah, mon collègue espagnol, je discute, enfin, il y avait le webinaire là, en Espagne aujourd'hui aussi. Et il a les mêmes idées aussi en Espagne. C'est vrai que le sujet DevOps, c'est brûlant aussi en ce moment. Tout à fait, oui. Je le retrouve assez fréquemment. Très bien, je crois qu'on a fait le tour des questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas. On partagera les coordonnées avec Mathieu, que ce soit les miennes ou Mathieu. Si vous avez des volontés également de présentation ou des besoins qu'on aille un peu plus loin sur ce sujet, on vous invite à vous rapprocher également de vos contacts commerciaux. Et pour ceux qui ne sont pas clients et qui sont plutôt intéressés, n'hésitez pas à venir voilà, contacter, qu'on puisse prendre le temps d'en discuter avec vous plus en détail. Merci en tout cas pour cette session, Mathieu. C'était très complet. J'espère que ça a pu répondre J'espère. à l'ensemble de l'audience sur le sujet des Kubernetes. On vous retrouve sur les prochains événements et puis on vous remercie. On vous souhaite une excellente journée. Merci. Au Merci. revoir. Au revoir.